Eh bien, l'homme d'affaires Habib Obda est écroué à la prison centrale de Douala depuis jeudi 29 février. Il est soupçonné d'agression sexuelle et de viol. Après un mois de garde à vue, il a été placé en détention provisoire et pendant les 6 prochains mois renouvelables, le juge d'instruction va procéder davantage à des investigations. Fin de l'information judiciaire sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Plus de 15 personnes inculpées de torture, d'assassinat, de séquestration, d'enlèvement sont renvoyées devant le tribunal militaire. Et ces derniers jours, on a assisté à des requalifications des faits. On passe de torture à assassinat. C'est également la fin du contrat du sélectionneur-manager Rigobert Song Barnak à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Son projet de reconstruction a été stoppé par le non-renouvellement de son contrat. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Et pendant plusieurs dizaines de minutes, nous allons revisiter l'actualité dominante de la semaine écoulée. Bienvenue. Notre invitée, c'est Sylvie Jacqueline Dormeau. Elle est la présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monique et merci pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices du Canal 2 International. J'imagine que vous êtes particulièrement regardée par les 45 nationalités qui constituent la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Vous intégrez cette organisation en 2012 et 10 ans plus tard, précisément en juillet 2022, vous êtes porté à la tête de cette organisation. Vous parlez de paix, vous parlez de sécurité dans le contexte mondial marqué par des crises. Actuellement, c'est la crise en Ukraine, c'est la crise entre le Hamas et Israël. Il y a la crise dans la partie nord-Cameroun, dans la partie anglophone au Cameroun, un peu partout. Vous avez un statut consultatif auprès des Nations Unies. Alors dites-nous, Madame la Présidente, quelles sont les actions que vous avez menées et qui, de façon palpable, on pourrait avoir les effets sur le terrain? Oui, peut-être avant de parler des actions, il serait bien de dire en quelques mots ce que c'est que la Ligue. La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, c'est une organisation qui est vieille de 109 ans. Elle aura 109 ans exactement le 28 avril prochain et qui est née au moment où la Première Guerre mondiale faisait des ravages, en 1915. En effet, en 1914, des femmes s'étaient mobilisées à travers 12 pays d'Europe pour revendiquer le droit de vote. Mais simplement, elles ont été butées parce qu'à ce moment-là, en 2015, pendant leur rassemblement, la guerre faisait déjà des ravages. Alors, elles se sont posées un certain nombre de questions. Pourquoi ces guerres? Pourquoi on ne sommes pas capables de continuer notre agenda? Pourquoi toute cette tuerie? En fait, qu'est-ce qui va? C'est comme ça que l'agenda de paix s'est invité sur l'agenda qui était préétabli et qui concernait le droit de vote. Alors, elles ont discuté, elles ont échangé de toutes ces nationalités, y compris des nationalités en conflit. Mais ce n'était pas leur agenda. Leur agenda, c'était qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces conflits cessent. Alors, elles ont essayé de discuter et de s'accorder sur un certain nombre d'éléments importants pour mettre fin au conflit. Déjà, il n'est pas question de savoir qui est le belligérant. C'est qu'est-ce qui
a poussé à la situation? Quelles sont véritablement les causes profondes des conflits pour pouvoir trouver des solutions durables? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elles ont proposé des méthodes alternatives à la violence, les stratégies de médiation, le dialogue, pour pouvoir régler autrement que de passer par la violence. Donc, et bref, leurs voix ont été écoutées. Elles ont été écoutées et c'est comme ça que la Ligue est née. Et les actions ont commencé. Ces femmes ont marché à travers toute l'Europe, c'était des femmes européennes à l'époque, et ont rencontré les leaders, ont rencontré les présidents, ont rencontré tous les leaders impliqués. Et elles ont pu réussir à travers les actions de plaidoyer, bien entendu avec d'autres acteurs, à mettre fin à la Première Guerre mondiale. Simplement, elles n'ont pas été écoutées. Vous savez, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a un certain nombre de traités qui avaient été adoptés et elles avaient attiré l'attention sur les traités parce que parfois, vous savez, ce n'est pas tout ce qui est vrai qu'il faut dire. En réalité, quand nous sommes dans une posture de règlement des conflits, il faut éviter d'humilier l'adversaire. Une résolution durable des conflits vise à ramener, en fait, votre adversaire et non l'humilier. Elles ont estimé que les traités tels qu'ils étaient conçus n'étaient pas favorables à une paix durable. Ils allaient forcément créer d'autres conflits. Tout à fait. Voilà, et c'est comme ça que, parce qu'elles n'ont pas été écoutées, la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu avec tout son cohorte de problèmes. Donc, en réalité, c'est une organisation qui, depuis ce moment-là, essaie de construire dans le monde, à travers le monde. Elle a commencé en Europe, mais elle est aujourd'hui étendue partout dans le monde. Après, vu que je suis présidente, je suis une Africaine. L'idée, c'est mobiliser des femmes autour des enjeux de paix et de sécurité. Comment est-ce que les femmes peuvent se mobiliser à travers le monde pour contribuer à la paix et à la stabilité dans leur pays et au-delà? Et nous pouvons dire que nos actions principales sont des actions de plaidoyer. Vous savez, pour construire durablement ou alors pour induire des changements à long terme, il faut investir dans les politiques. Donc nous, le plaidoyer ici vise véritablement à mettre en œuvre des politiques qui sont favorables. Donc ce combat peut être gagné, mais peut-être qu'il peut avoir d'autres entorses si véritablement les politiques mises sur pied ne sont pas véritablement implémentées. Merci beaucoup Sylvie Jacqueline Dormeau. Je rappelle que 107 ans plus tard, on a fait confiance à une Africaine et c'est vous, la Camerounaise, qui êtes à la tête de cette organisation. Oui, peut-être juste pour dire que la Camerounaise a été à la tête parce que déjà c'est une fierté pour toutes les Camerounaises, c'est une fierté pour tout le Cameroun. De l'Afrique également. De toute l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est les sacrifices qui sont consentis par les femmes camerounaises, par les femmes africaines, par le pays tout entier, par les acteurs à ce niveau-là, camerounais et au niveau africain, qui ont été reconnus à l'international, parce que nous travaillons dans des conditions très, très difficiles. Avant d'être présidente internationale, j'ai occupé la responsabilité de représentant pour l'Afrique. Et pendant les 4 ans qu'a duré mon mandat, parce que la Covid a fait qu'on a eu une année de plus, normalement c'est 3 ans, si nous avons eu, peut-être par exemple, 100 réunions, je le dis comme ça, j'ai fait 75 réunions dans l'obscurité. Oui, dans l'obscurité. Je ne pouvais même pas ouvrir ma caméra parce que j'étais dans le noir. Mais c'est dans ces conditions-là que nous avons pu réussir à faire un travail extraordinaire. Entre autres, par exemple, pendant ma position au niveau africain, j'ai pu aider 8 pays africains à avoir des sections de WILF dans leur pays. Merci beaucoup Jacqueline Dormeau. Nous allons nous appuyer sur votre expérience de leader mondial pour les questions de paix et de liberté, pour analyser et commenter l'actualité de la semaine. Nous vous avons dit d'entame que l'affaire Hervé Bobda a connu un autre retentissement jeudi dernier et après dessaisissement du tribunal militaire et du tribunal de grande instance de Douala pour incompétence. C'est finalement, incompétence entre griffes il faut le dire, c'est finalement devant le tribunal de première instance que Hervé Bobda a comparu pour répondre des accusations de viol et d'agression sexuelle. Il a été placé à la prison de Newbel. Voilà, nous allons revenir sur le film de ce fait d'actualité qui continue de cristalliser
l'attention depuis bientôt 2 mois. Au Cameroun, c'est avec la plume de nos reporters Aline Fomété et Alain Ghislain Kamba. C'est autour de 18h, jeudi 29 février, que Hervé Bobda a fait son entrée dans l'enceinte de la prison centrale de Newbel. Il a passé sa première nuit à la cellule d'accueil. Selon la procédure, cette cellule, aussi appelée la cellule numéro 1, est le passage obligé. L'homme d'affaires a subi ce jour des tests médicaux qui détermineront son état de santé. Ensuite, il sera transféré dans une cellule qui cadre avec le mobile de son incarcération. Il est poursuivi pour des faits présumés de viol aggravé en coaction, enlèvement avec fraude en coaction, arrestation et séquestration aggravée en coaction, violence légère et menace sous condition. Selon la défense de l'homme d'affaires, il a été placé en détention provisoire afin de permettre au juge d'instruction de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de mener ses investigations. Il y sera détenu pendant 6 mois, éventuellement renouvelable. La défense du mis en cause a déposé une demande de remise en liberté pour son client. L'audience est prévue pour le 6 mars prochain. Par ailleurs, face à ce nouveau développement, la défense des potentielles victimes n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. L'image d'attaque du premier épisode, des témoignages glaçants publiés sur la toile. Il drague une femme en route, elle refuse ses avances et la menace avec son arme. Le réalisateur est un lanceur d'alerte suivi par plus de 200 000 personnes. L'acteur principal, un homme au physique de combattant de MMA, est tiré à 4 épingles. Son nom, Hervé Bobda. Dans tous les témoignages, il est présenté comme le bourreau. Ses victimes l'accusent de viol, d'agression sexuelle, de menaces avec arme à feu et de meurtre. La toile s'enflamme, les médias enquêtent et les dénonciations se multiplient. Elles viennent des stars de la musique, associations et organisations non gouvernementales. Je suis choquée par le silence de l'État concernant ce problème qui est en train de détruire la vie de centaines de jeunes filles comme garçons. Puis un collectif d'avocats se constitue pour défendre les victimes. Il était bon qu'on ait une masse critique de personnes qui parlent. Mais voyez-vous, on est dans un phénomène où pendant que les gens dénoncent, les gens en même temps craignent de pouvoir être identifiés. Des plaintes déposées, s'ensuit une chasse à l'homme de la police et de la gendarmerie nationale contre le mis en cause. Dans la nuit du 31 janvier, l'homme d'affaires est interpellé dans un motel à Bonabéry, à la sortie de la ville de Douala. Sa famille souhaite que les juges saisis puissent rapidement faire la lumière sur ce qu'elle qualifie de scabreuse affaire. Hervé Bobda sera gardé à vue pendant près d'1 mois à la division régionale de la police judiciaire du littoral. Ce qui a suscité la colère de ses avocats qui dénoncent une violation de ses droits en raison du délai dépassé d'une garde à vue. Comme en réponse à leur cri, leur client a été mis en détention préventive à la prison centrale de Newbel. Retour sur ce plateau avec vous, Sylvie Jacqueline Dormeau. De mémoire de journaliste, c'est la première fois que j'assiste à un lever de bouclier pour dénoncer des violences faites aux femmes. Dites-nous, quelle est justement la particularité que vous avez décelée dans l'affaire Hervé Bobda par rapport à d'autres cas de violence que subissent les femmes au quotidien? Oui, je voudrais déjà dire que c'est un fait de société qui est suffisamment déplorable et qui met en exergue la vulnérabilité de nos enfants et également des parents que nous sommes. Et également, qui remet sur la table la question des violences basées sur le genre. Et vous êtes sans ignorer que l'année dernière, même si tous les cas ne sont pas documentés, si on voit les féminicides, officiellement on parlait de 85, 86, et ça ce n'est qu'un indicateur. En dehors des féminicides, il y a bien d'autres cas de violence basées sur le genre, le viol, un peu comme le cas d'espèce. À ce moment-là, c'est un peu le ras-le-bol. C'est un peu le ras-le-bol, parce que il s'agit des enfants, des petites filles qui
sont véritablement l'avenir de notre nation. Et c'est des familles qui sont détruites. Et je pense que l'impunité, il y a un travail qui est fait à tous les niveaux, par la société civile, par les médias, par le secteur privé, par le gouvernement du Cameroun. Il y a des actions qui sont menées. Peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment fortes, mais au fil des années, il y a quand même des actions qui sont menées pour dire non à cela. Parce que pendant très longtemps, ce qui a choqué, et je crois que c'est ça, c'est l'impunité qui a régné autour de ce genre de situation. Et justement, oui, c'est l'impunité. Vous parlez d'impunité et le mis en cause semble avoir des bras très longs et serait protégé par des hauts placés dans l'appareil de l'État au regard de ses fréquentations et des images qui circulent sur la toile. Ça a donc fait craindre que l'affaire soit prise avec légèreté, Et on a vu la Commission des droits de l'homme du Cameroun se saisir de l'affaire, on a vu le barreau, on a vu les hashtags Stop Bobda se multiplier au-delà des frontières du Cameroun. On a vu les réseaux sociaux mettre la pression. Êtes-vous de ceux qui soutiennent Mordicus que sans cette pression généralisée, les lignes n'auraient pas bougé pour le cas Hervé Bobda? Moi, je le pense. Je le pense. Pourquoi? Parce qu'on a eu d'autres cas par le passé et les lignes n'avaient pas bougé. C'est un peu comme le cas de Martinez Zogo. On va y revenir certainement. Les lignes n'avaient pas véritablement bougé. Il y a un travail qui est en train d'être fait et je salue ce travail-là par tous les acteurs. Je ne peux pas commencer à les citer, mais je sais que les médias jouent un rôle important. La société civile que nous représentons, nous faisons un travail de mobilisation, de sensibilisation, également d'interpellation, de dénonciation. Oui, et nous sommes très mal à l'aise parfois de voir le silence assourdissant du gouvernement ou alors ce qu'on appelle les longs bras. Oui, mais plus il y a des longs bras, plus on se retrouve en difficulté. Sauf que nous sommes dans un pays qui a tellement de difficultés et la crise ne peut pas venir accompagner les choses. Nous sommes dans un pays où la vie chère fait que les gens ne savent plus à quel sein se vouer. Nous sommes dans un pays où l'accès à l'éducation est devenu presque impossible parce qu'il coûte cher. Nous sommes dans un pays où on n'a même pas l'électricité, donc les gens en ont marre. Et comme si cela ne suffisait pas, on nous parlait des longs bras. Mais non, ça doit s'arrêter. Ça, c'est le résultat d'une pression populaire. Je suis très contente que ça se passe ainsi. Les gens sont de plus en plus éveillés et c'est le travail qui est fait par tous les acteurs. Il faut véritablement... Moi, je suis convaincue que s'il n'y avait pas véritablement eu cette levée de boucliers, je ne suis pas sûre qu'on en serait là. Et je voudrais également saluer le travail des réseaux sociaux qui sont, si bien utilisés, sont une valeur ajoutée très très importante. Malheureusement, je sais que dans plusieurs cas, les réseaux sociaux sont mal utilisés. Il y a des déviances. Beaucoup de déviances. Mais il faudrait profiter de cette situation pour interpeller et amener les gens qui n'ont pas toujours les bras longs, comme bien d'autres, à utiliser ces réseaux sociaux-là de façon responsable et porter à l'attention de l'opinion des cas comme ceci. C'est peut-être le moment de renforcer la législation sur la protection des femmes, des violences basées sur le genre. On se souvient, il y a quelques mois, le ministre de la Femme et de la Famille a entrepris l'élaboration d'une loi basée sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Oui, je voudrais saluer le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille pour cette avancée. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, merci beaucoup. Oui, pour cette avancée. Les organisations de la société civile ont beaucoup travaillé, ainsi que d'autres acteurs, je le dis toujours, pour que nous ayons véritablement cette loi, parce que c'est un frein véritable. Nous parlons d'impunité, mais justement l'impunité a régné parce que parfois il y a un vide juridique. Alors, après la stratégie sur les violences basées sur les gens qui a existé, le ministre a véritablement pris le taureau par les cornes en procédant dernièrement au lancement du processus d'élaboration d'une loi spécifique sur les violences basées sur les genres. Vivement que cette loi soit véritablement existante parce qu'elle va permettre un temps soit peu aux législateurs d'avoir les éléments pour pouvoir traiter les cas. Parce que pour le moment, vous savez, tant qu'il y a un vide juridique, ça peut être une raison pour ne pas toujours agir. Mais maintenant, là, je suis sûre et convaincue que la législation, cette loi sur les violences basées sur les genres, sera un plus et va permettre de faire reculer un peu ce fléau. La bataille judiciaire se poursuit. L'avocat du mis en cause, je parle justement de Maître Achou, il a demandé une libération en habeas corpus pour son client,
Donc c'est prévu, cette rencontre-là est prévue pour le 6 mars prochain. Le juge d'instruction, il a 6 mois renouvelables pour enquêter, connaître davantage des détails de cette affaire. On parlait de plus de 70 témoignages enregistrés sur les réseaux sociaux, mais au final, c'est juste une dizaine de présumées victimes qui témoignent. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer à mi-parcours de l'affaire Hervé Bobda? Oui, déjà dit que ce soit cette affaire Hervé Bobda ou d'autres affaires du même genre, la dénonciation n'est pas toujours facile. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui peuvent être victimes, mais qui ont peur des représailles. C'est tout. Un peu de représailles, et si ce n'est pas lui, ou alors pas les membres de son réseau. Donc les gens n'ont pas toujours le courage d'affronter ces différents réseaux. Donc la leçon à tirer, c'est véritablement... moi, je salue déjà le travail des lanceurs d'alerte. Hein. Ça, c'est un lanceur d'alerte qui a attiré l'attention sur ce genre de situation. Donc la leçon que nous tirons, c'est véritablement d'accompagner les personnes à pouvoir porter à l'attention les situations. Mais je voudrais dire par expérience, dans le cadre de notre salle de veille et d'alerte des femmes, qu'il faut également veiller à la sécurité des personnes qui ont le courage de porter plainte. Parce que c'est bien beau de le faire, mais parfois il faut également veiller à leur sécurité. Mais déjà, le message fort que je retiens ici, c'est que l'impunité est en train de reculer et c'est une très très bonne chose. L'impunité est en train de reculer. Le gouvernement a pris le taureau par les cornes et c'est un message très fort qui est lancé à d'autres personnes qui pensent comme ce monsieur qu'ils ont suffisamment de bras longs qu'ils peuvent faire du n'importe quoi. C'est un message vraiment lancé parce que, je vous assure, les gens ne témoignent pas, mais les femmes sont victimes de tellement d'atrocités. Mais elles n'ont même pas le courage parce qu'elles ont peur justement des représailles. Donc le message ici, c'est véritablement un message de félicitations aussi pour l'action qui est menée jusqu'alors, parce que ça va un temps soit peu décourager des potentiels prédateurs sexuels qui sont tapis dans l'ombre. Cette affaire d'Hervé Bobda ouvre la boîte Pandore à plusieurs pratiques du genre. Eh bien, nous allons partir de l'affaire Hervé Bobda pour nous intéresser à notre fait de l'actualité. Il s'agit de l'assassinat de Martinez Zongo. Eh bien, on parle de la fin de l'information judiciaire et les personnes inculpées ont été renvoyées devant le tribunal militaire. On parle de torture, de complicité de torture, de séquestration, d'assassinat. Vous avez vécu cette bataille judiciaire, ça fait un peu plus d'1 an. Sylvie, Jacqueline Ndomo, à ce stade, vous dites, les choses avancent. C'est une situation où alors le stade où nous sommes est un stade qui donne un peu d'apaisement au Cameroun, je suis convaincue. Parce que la bataille a été rude, mais cette première décision vise à un temps soit peu à apaiser. Tout à l'heure, on parlait des bras longs. Un peu comme dans le cas de ce journaliste paix à son âme qui a été tué, c'est une affaire des bras longs également. Et la justice qui est allée jusqu'à ce niveau-là démontre véritablement que quand il y a volonté politique, les choses peuvent se faire. Moi, comme dans le cas de Hervé Bobda, moi je pense qu'il y a également eu une très forte levée de boucliers dans l'affaire de Martinez Zongo. Et aussi, je suis convaincue que s'il n'y avait pas cette levée de boucliers, je ne suis pas sûre qu'on serait à ce niveau-là. Donc le message ici, c'est véritablement un message de remerciement à tous les Camerounais et à tous ceux, parce que ce n'est pas seulement les Camerounais, même au-delà, des gens qui se mobilisent devant ces cas de société qui ne nous honorent pas du tout. Donc, véritablement, de plus en plus, il faudrait que les gens se lèvent et disent non à ce genre de situation. Les gens ont bien des bras longs, mais il s'agit quand même des vies humaines. On ne peut pas accepter un matin qu'un enfant soit tué de cette façon, torturé de la façon la plus horrible. Ce n'est pas possible. Et au nom des bras longs, au nom des connexions, et on laisse passer non. Donc moi, je pense que le juge, c'est un message fort qui est également passé. Et vivement que vraiment les coupables soient punis. Vous savez, nous sommes dans une situation, un pays en crise.
en crise. Et il faut tout faire pour sortir de cette situation de crise. Mais ces éléments, que ce soit l'affaire Bobda ou l'affaire Martinez-Zogo, sont des éléments qui ravivent les conflits d'une façon ou d'une autre. Donc il faudrait véritablement que les acteurs à tous les niveaux agissent de façon en pensant à l'intérêt supérieur de notre pays. Merci beaucoup. Alors, je vais citer quelques figures ou quelques noms qui sonnent très forts dans cette affaire Martinez-Zogo et les chefs d'accusation. On parle également de Maxime Léopold Eko, qui était justement le directeur de la DGRE. Jean-Pierre Amougou Belinga, c'est un homme d'affaires très connu, patron des médias. Pour les deux noms cités, ils sont inculpés pour complicité de torture. Justin Danwe, complicité d'assassinat, d'arrestation et de torture, entre autres. Bruno Obidjan, le journaliste, il est inculpé pour conspiration de torture et d'arrestation et de séquestration. Sylvie Jacqueline Dormont, nous venons de célébrer la journée de la jeunesse. Nous venons de célébrer le 11 février la fête de la jeunesse au Cameroun, que ce soit le cas de l'homme d'affaires Hervé Bobda ou alors ces hauts commis de l'État, ces chefs d'entreprise qui, avant ce cas, étaient présentés comme des modèles. Il y a quelque chose à faire, non, sur les représentations, ce à quoi les jeunes devraient s'inspirer. Parce qu'avant, on a dit, tel, il est grand, il est haut placé dans l'appareil de l'État, je vais lui ressembler. Mais ce qui est en train de se passer, c'est une formation à l'envers. Et on devrait davantage insister dessus pour sauver notre jeunesse. En réalité, il y a un grand travail à faire. Parce que être à une position de responsabilité suppose vraiment être un modèle. Et être très riche aussi. Oui. Mais pour moi, la richesse, là, elle est relative. Elle est relative, en fait. La richesse, pour moi, ce n'est pas la richesse matérielle, mais c'est ce que vous êtes capable de faire, c'est les valeurs que vous représentez. Donc, ces personnalités qui sont citées, je suis vraiment désolée, je suis gênée de voir que c'est des personnalités qui étaient des têtes de proue et auraient dû utiliser leur position pour prôner un certain nombre de valeurs. Mais dans le cas d'espèce, c'est des contre-valeurs. Et malheureusement, c'est des autorités, des personnalités qui ont également été très suivies du fait de leur richesse, etc. Mais qui malheureusement ont entraîné beaucoup de jeunes dans la dérive. Donc véritablement, c'est un appel. Et ça nous démontre, ça c'est le message aussi qui sort de là, ça nous démontre que la richesse est relative et que ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on peut se croire tout permis. Oui, et également ça pose quand même un problème de liberté d'expression. Ah, ce que je sache quand j'ai suivi ce dossier, c'est parce que le journaliste aurait dit un certain nombre de choses. Moi je pense que pointer du doigt... Il a dénoncé des détournements en citant nommément ceux qui lui semblaient être les responsables de ces cas de détournement. Tout à l'heure quand je parlais de notre vision en tant que WILF, c'est ça en fait. Que vous tuez Martinez-Zogo ou pas, ça ne change rien dans le fond. Les problèmes demeurent entiers. Quelqu'un d'autre va dénoncer ce genre de tard. Et si il n'y a pas, cette situation n'est pas réglée, parce que moi je souhaite et je prie beaucoup pour Martinez-Zogo, qu'il repose déjà en paix et surtout que son sang continue de crier fort. Parce qu'il est mort, on n'y peut rien, il est décédé, on n'y peut rien. Mais simplement, il faudrait que son décès serve à quelque chose. Que son décès serve autant à ceux, au camp de ceux qui l'ont tué, qu'à ceux qui suivent ces bourreaux-là en pensant qu'ils sont des modèles. Nous rappelons que Martinez-Zogo était le patron de la radio Amplitude FM émettant de Yaoundé. Il a animé un programme appelé Embouteillage, très suivi dans la ville aux 7 collines. Nous allons nous rappeler d'un événement qui a marqué le Cameroun et cette semaine, on s'en souvenait 16 ans après. Il s'agit bien sûr des émeutes de la faim qui ont marqué le Cameroun. C'était en 2008. On a compté des morts, des dégâts matériels importants et à la suite de cela, le président de la République a pris un certain nombre de mesures pour juguler la vie chère au Cameroun, apaiser le climat social. 16 ans plus tard, qu'en est-il des mesures? On y revient à travers ce reportage. Député de la Nation sous la bannière du SDF, Jean-Michel Nitieux fait partie des témoins des émeutes dites de la faim de 2008. Comme si c'était hier, il se souvient des facteurs qui avaient mis le feu aux poudres.
Il y a eu, dans un contexte extrêmement difficile, hausse de carburant. En même temps, M. Biya avait pensé modifier la Constitution alors qu'il avait promis le contraire quelques mois plus tôt en France. Qualifiant les émeutiers d'apprentis sorciers, Paul Biya, le président de la République, avait promis que tout irait mieux. Les avis restent partagés sur le climat social, 16 ans après les dites émeutes. Depuis 2008, il n'y a plus eu ces émeutes. Cela veut dire deux choses. Soit que la situation économique s'est améliorée et les conditions de vie des populations s'est améliorées, soit que les Camerounais ont pris conscience du fait que ces difficultés qui sont encore aujourd'hui là, il faut quand même avoir le tête de le dire, ne dépendent pas forcément du gouvernement et que ces difficultés peuvent émaner d'autres facteurs qui sont exogènes. Pour moi, les choses se sont aggravées parce que si on fait le bilan sur le plan de la gestion budgétaire de notre pays, on verra que en 2008, on ne connaissait pas encore les lignes 57, 65 et autres. Mais depuis 2008, je pense qu'il y a une résurgence de détournement de fonds, une aggravation, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, des détournements de fonds publics qui impactent directement sur la vie des citoyens. Parce que en réalité, quand on parle de la vie chère, il ne s'agit pas d'un problème global comme on essaie souvent de faire croire aux populations. Il s'agit, pour notre cas particulier, des ressources confisquées par une minorité et qui veillent à ce que leur pouvoir de détournement ne diminue pas. Et pour réduire la rudesse des conditions de vie, le président avait entrepris, entre autres, la défiscalisation des produits de grande consommation, tels le riz, le lait, le poisson, le blé. Le Cameroun a été obligé, par exemple, de refiscaliser le riz en 2016. Les besoins étaient de l'ordre de 400 000 tonnes. Et on produisait localement 100 000 tonnes. Donc il fallait seulement procéder à l'importation de 300 000 tonnes pour combler ce gap. On s'est rendu donc compte, que ce soit au niveau de l'autorité portuaire nationale ou bien auprès de la SGS où on fait la levée des déclarations d'importation, que le volume des importations tutoyait déjà 800 000 tonnes. Donc le gouvernement s'est dit, tiens, je ne peux pas donner une mesure fiscale comme celle-là incitative et cela est détourné à d'autres fins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les opérateurs se sont retrouvés donc à importer de très grandes quantités et une bonne partie était déversée dans des pays voisins qui, de mon point de vue, constituaient donc un manque. On appelle ça une moins-value fiscale pour le gouvernement. D'autres mesures restent à implémenter, comme la production locale des denrées de grande consommation et revitaliser la MIRAP, la mission de régulation et d'approvisionnement des marchés en produits de grande consommation. Alors, Sylvie Jacqueline Dormeau, dans l'une de vos confessions, vous disiez que ce sont ces émeutes de 2008 qui vous ont motivé à vous inscrire dans le combat contre l'insécurité, vous militez pour la paix. C'est indéniable, nous vivons encore une situation un peu plus critique. Le pouvoir d'achat qui s'amenuise, l'inflation qui va galopante. Enfin, un peu de prospective. Comment éviter une implosion sociale au Cameroun dans un contexte comme celui-ci? Qu'est-ce que vous dites aux populations? Que dites-vous à ceux qui nous gouvernent? Oui, je l'ai toujours dit, c'est simplement de mettre l'humain au centre. C'est tout. Dès qu'on met l'humain au centre, toutes les politiques et tout ce qui va avec vont être améliorés en tenant compte de cela. Nous venons de parler des émeutes de la fin de 2008. 16 ans après, nous nous rendons compte que la situation n'a pas changé. Au contraire, elle va de mal en pire. Elle va de mal en pire. Il y a eu des mesures, que quelqu'un appelait des mesurettes. Parce que quand on les appelle les mesurettes, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas pu avoir l'effet escompté. S'il y avait eu véritablement un changement profond, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, les stigmates ou alors les mêmes indicateurs de 2018 demeurent, sinon plus. De 2008. De 2008 demeurent. Nous venons de vivre il y a juste à peine un mois la hausse des prix de carburant. Et c'est ce qui
a été à l'origine des émeutes de 2008. Qu'est-ce qu'on s'attend? Quand le peuple est aussi asphyxié, qu'est-ce qu'on s'attend? Moi, c'est juste un appel en tant que quelqu'un qui travaille sur les questions de paix et de sécurité. Je vous assure, il y a des limites qu'on ne franchit pas. Le peuple a beau être résilient, mais il y a des limites. À un moment, le même peuple va réagir comme ça a été le cas en 2008 et peut-être plus. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux, avant qu'il ne soit tard, essayer de comment je dirais ça, d'humaniser un peu les conditions de vie au Cameroun. Vraiment, les gens suffoquent. Premièrement, déjà sur le plan, à l'époque en 2008, je sais qu'il y avait deux types de mesures. Il y avait des mesures politiques et il y avait des mesures économiques. À l'époque également, comme le député l'a dit tout à l'heure, il y avait également en sous-bassement ce projet de révision de la Constitution qui avait un peu mis le feu aux poudres en fait. Et il y avait eu des mesures d'amnistie qui avaient été prises. Moi, je pense que c'est le cas maintenant. Maintenant, autant il y a des mesures économiques qui doivent être prises pour alléger, pour aider la ménagère dans son panier, autant il y a des mesures politiques qui doivent être prises pour apaiser le climat social. C'est tous les jours qu'il y a des réclamations des gens qui sont en prison, qui sont enfermés simplement parce qu'ils ont essayé de poser sur la table un certain nombre de préoccupations et qui se retrouvent en prison. Ça, moi, je ne pense pas que ça aide notre pays. Il y a même dans le cadre de la crise du Nord et du Sud-Ouest, il y a des gens, des prisonniers pour leur opinion. Moi, je pense que, comme en 2008, il faut des mesures plus fortes. Déjà en termes d'apaisement du climat social, à travers des mesures d'amnistie très fortes. Maintenant, par rapport aux mesures économiques, moi, je pense qu'il faut que le budget libère un peu la fiscalité. C'est-à-dire que tous ces commerçants, ces importateurs, ils sont aussi pris au piège. En réalité, si les prix sont exorbitants sur le marché, c'est parce que c'est trop, comme on le dit de façon triviale, trop d'impôts sur l'impôt. Donc moi, je pense qu'il faut également des mesures fortes pour véritablement accompagner et peut-être également commencer par mettre nos besoins en rapport avec notre capacité de production, par exemple. Dans tous les cas, il faudrait, comme je l'ai dit à un moment, le Camerounais lambda n'a pas d'eau. Le Camerounais lambda veut même se battre, il n'y a pas d'électricité. Le Camerounais lambda n'a pas accès à l'hôpital. Comment? Ça, c'est l'implosion. Je vous assure, c'est des éléments conflictogènes très forts. Donc, ne soyons pas surpris. Pour moi, il y a des crises où les gens ne veulent pas s'impliquer. Oh, ça concerne les anglophones. Oh, ça concerne les bamilekos. Oh, ça concerne les... Non, ici, tout le monde est concerné. Tout le monde... Et quand tout le monde est concerné, ça devient très grave. Donc, un beau matin, si on y prend garde, le Cameroun va se retrouver dans une situation vraiment très, très difficile. C'est pour ça que je voudrais interpeller les dirigeants. Tout dépend de... Une situation que personne ne souhaite. Voilà, véritablement. Et une situation également que les femmes ne souhaitent plus vivre. C'est cette discrimination dans le droit foncier au Cameroun. Ce sont elles qui produisent l'essentiel des denrées alimentaires, mais au moment du partage de l'héritage sur le plan foncier, elles sont lésées. Et cette semaine, il y a eu une rencontre entre les femmes leaders pour poser la problématique de la représentativité des femmes dans des postes de décision. Deux reportages, te revenons derrière pour quelques analyses. Les femmes en Afrique produisent 60% et ne détiennent que 1% des terres du continent. Ce sont les mêmes chiffres au Cameroun, alors qu'elles représentent 70% de la main-d'œuvre dans le milieu agricole, selon le Centre pour l'environnement et le développement. Avoir un titre foncier pour une femme, c'est une difficulté qui est réelle. Et il y a aussi que la plupart, elles ne sont pas éduquées, elles ne sont pas bien formées. Et c'est le boulot de travaillement que nous voulons essayer de voir comment nous pouvons les mettre de côté. Aujourd'hui, il faut renseigner suffisamment la femme sur le droit foncier, l'amener à maîtriser les questions foncières au Cameroun et à trouver ses couloirs entre la loi et la réalité. D'où ce séminaire de formation des femmes du littoral, initié par la délégation régionale du littoral pour la promotion de la femme et de la famille. S'il faut accélérer l'investissement sur la femme,
cela va passer par la décentralisation. Si le régime foncier coutumier camerounais ne reconnaît pas aux femmes le droit d'avoir la qualité de propriétaire de la terre, il y a cependant son émancipation et son autonomie financière qui lui donnent certains avantages. Il est important de leur donner déjà ces notions de base qu'est entreprendre. On n'a pas besoin de commencer très haut ou trop gros. On va avec le peu qu'on peut avoir. Cette activité qui se tient dans le cadre de la Journée internationale de la femme prévue le 8 mars est une interpellation faite à l'endroit de la communauté internationale à militer pour un accès facile à la terre pour les femmes. Malgré les progrès réalisés par les femmes chefs d'entreprise et leaders, malgré la créativité, l'innovation et leur prouesse en matière de leadership, un problème persiste. La faible représentation des femmes au poste de direction. Même les petits acquis qu'on avait, on les a aussi perdus. Je vais prendre quelques chiffres, quelques statistiques. Il vous souvient que lors des élections régionales, nous n'avons eu aucune femme. Je crois que ce n'est de secret pour personne. Mairie de ville, aucune femme. Et lorsqu'on descend même au niveau infranational, on se rend compte qu'au niveau des mairies, à Yaoundé, nous avions 2 femmes sur 7. Les 2 places, nous les avons perdues. Donc maintenant, c'est des mecs dans les 7 mairies. Pareil à Douala, il y avait 2 femmes, mais il ne reste qu'une seule. Donc il y a une sorte de recul, malgré les dispositifs qui sont mis en place, malgré les promesses. Les femmes doivent travailler dur, gagner en confiance et surmonter les défis. Face à cette disparité, l'innovation et la transformation se présentent également comme gage de réussite dans le management. Et les femmes doivent se l'approprier. On a parlé de transformation des entreprises, de différenciation, d'innovation, de réinvention, donc des produits, des services, de transformation digitale. Aujourd'hui, la transformation est gage de réussite parce qu'on est toujours amené à revoir ces produits, services, innover, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer et être à l'écoute. À Douala, quelques femmes leaders expliquent leur success story lors de la 64e édition des Talk Motivation Health. Question de réveiller le leadership au féminin qui sommeille en elles. Eh bien, le 8 mars prochain sera à nouveau l'occasion de reparler des droits de la femme. Alors, le Cameroun, comme plusieurs pays africains, a ratifié la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme. Le Cameroun a ratifié le protocole de Maputo. On parle également de la stratégie adoptée par l'Union africaine. C'était l'élaboration, on parle justement de stratégie pour la décennie 2010-2020. On a l'impression que plus on ratifie des conventions, des traités pour la promotion des droits de la femme et que sur le terrain, on observe une reculade. Comment on l'explique? Oui, peut-être au niveau de l'Union africaine, là c'était la décennie de la femme africaine. Décennie de la femme africaine, oui, 2010-2020, oui. Ça fait 10 ans. Oui, qui avait identifié un certain nombre de domaines critiques ou qui nécessitaient des efforts par les gouvernements en Afrique, et entre autres les questions de mortalité maternelle, de pauvreté, etc. Oui. Moi, je voudrais dire que le problème au niveau des États africains, et le Cameroun n'en est pas l'exception, c'est pas tant de ne pas avoir des instruments. Les instruments, ils existent, il y a toute une pléthore d'instruments. Le problème se pose au niveau de la mise en œuvre. Il y a beaucoup de blocages au niveau de la mise en œuvre. Tout à l'heure, on parlait des cas de Hervé Bobda et Martinez Zogo. Pendant très longtemps, il y a eu l'impunité, par exemple, qui faisait que ces cas ne pouvaient que proliférer. Maintenant, pourtant, ces instruments existent et visent à protéger les droits des femmes et ratifiés par le Cameroun. Ça veut dire, normalement, ces cas de violence ne devraient pas faire les jeux encore comme c'était le cas. Donc le problème, c'est véritablement comment accélérer les mesures de mise en œuvre de ces différents instruments. Pourquoi ça bloque exactement? Ça, à quel niveau? Vous avez moi, je voudrais peut-être dire, à mon humble avis, le premier élément, c'est la volonté politique. À mon humble avis. C'est-à-dire que la volonté politique est un élément très, très important. Quand la volonté politique est, des mesures fortes sont prises. Également, il y a un certain nombre de faits également. Tout à l'heure, on parlait des bras longs. Quand il y a des bras longs à tous les niveaux, ça crée quand même un environnement qui n'est pas,
où il y a une espèce d'insécurité. On ne se sent pas à l'aise malgré le fait qu'il y a des dénonciations qui sont possibles pour des levées de boucliers qui peuvent se faire pour dire ben non, tiens, nous sommes en retard par rapport à un certain nombre de faits. Mais on a peur des représailles parce que pendant longtemps, toutes les personnes qui osaient, la plupart des personnes qui osaient dénoncer des situations qui sont réelles pour faire changer les choses dans le bon sens, c'est des personnes qui sont traitées de tous les noms d'oiseaux s'ils ne sont pas jetés en prison. On est encore très loin. Il y a également d'autres éléments de 50-50. Tout à fait. Mais moi, je pense que déjà, la volonté politique est un élément très important. Oui, parce qu'elle va véritablement permettre de faire bouger un certain nombre de lignes. Et ceux qui ont la responsabilité à la tête de différentes administrations devraient également mettre un accent sur leur cahier de charge. C'est-à-dire qu'il est question de mettre en œuvre un certain nombre d'instruments. C'est vrai quand même que les bras longs, là, ce n'est pas seulement au niveau du citoyen lambda, parfois même au niveau élevé, il y a ces bras longs. Mais nous devrons penser à ce que nous voulons pour notre pays. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Si véritablement les personnes qui sont placées à des postes de responsabilité ont à cœur le devenir de notre pays, le développement de notre pays, il faudrait prendre le courage nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de choses. C'est vrai, mais malheureusement, comme nous le savons, il y a beaucoup de gens qui ont payé le prix. Qu'est-ce que vous dites aux femmes pour le 8 mars? Le 8 mars, c'est dans quelques jours seulement, c'est vendredi prochain. Oui. Et on va festoyer, on va défiler, on va parader, on va se mettre plein la bouche en termes de boissons et du ventre. Comment vous voudriez-vous que cette semaine de la femme soit vécue par les femmes camerounaises, les femmes d'Afrique, les femmes du monde entier, dont vous coordonnez les actions de paix et de sécurité à travers le monde? Oui, déjà, il faut le dire pour le saluer, que véritablement, quand les célébrations ont commencé dans notre pays, parce qu'avant, ce n'était pas une journée véritablement mise en avant, comme c'est le cas maintenant, quand les célébrations ont commencé, c'était véritablement des occasions de femmes pour s'éclater, de débauche, etc. C'était vraiment passé à côté du sujet. C'est des moments très importants pour mettre sur la table un certain nombre de choses en ce qui concerne les droits des femmes et les avancées en ce qui concerne la situation des femmes. Donc le message aux femmes, c'est profiter de cette occasion pour faire un peu le bilan de leurs actions. Les actions, c'est à tous les niveaux. Je vais prendre un petit cas, même dans le domaine qui est le mien. Qu'est-ce que les femmes font au quotidien pour promouvoir la paix dans leur famille, dans leur communauté? Qu'est-ce que c'est? Peut-être l'occasion pour faire le bilan. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon attitude, est-ce que les enseignements que je donne à mes enfants les aident à déconstruire ce discours de haine qui font profusion, ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux apporter comme contribution? Moi, je sais fabriquer du yaourt, par exemple. Est-ce que je peux organiser une causerie pour apprendre aux autres femmes de fabriquer aussi le yaourt? Parce que dès qu'une femme sait faire le yaourt, c'est un peu d'argent de gagner et de puis aller à la boulangerie. Donc, c'est ce genre d'action. Par rapport aux droits, parce que tout ça, il s'agit d'abord des droits. Où est-ce qu'on en est par rapport à ce qui concerne les droits des femmes? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quels sont, comme vous venez de le dire, quels sont les blocages? Et parce qu'il y a des blocages, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour lever ces boucliers? C'est ce genre de discussion que nous devons avoir, mais aussi, il faut célébrer les réussites. C'est important, parce qu'il faut également célébrer les réussites. Parce que les femmes viennent de loin. Tout à fait, elles viennent de très loin. Il faut célébrer les réussites pour également encourager celles qui veulent vraiment suivre le combat. Merci beaucoup Sylvie Jacqueline Dormont. Nous allons nous intéresser cette fois-ci au sport. Le capitaine Courage, on l'a beaucoup aimé quand il était footballeur. En tout cas, moi je continue de l'aimer. Oui, moi également, je continue de l'aimer. Je lui souhaite bonne chance après sa carrière d'entraîneur. Eh bien, son bail à la tête des Lions indomptables du Cameroun n'a pas été renouvelé à la suite des matchs pour lesquels on est sorti un peu par la petite porte, une succession de contre-performances. Vous savez, quand les enfants se comportent mal, c'est le père qu'on indexe et c'est tout à fait normal, c'est le responsable.
Mathieu Fangwa revient sur l'avis des Camerounais à la suite de cette non-reconduction de Rigobert Samba Anak à la tête des Lions Indomptables. Nommé sélectionneur, manager des Lions Indomptables il y a 2 ans, ce Camerounais affirme que le timing était bon pour le départ de Rigobert Samba Anak. Ça n'a pas été mauvais qu'il soit écarté, parce qu'il aurait été encore plus ridiculisé, il aurait perdu toute la confiance des Camerounais si ça continuait dans ce sens. L'absence de résultats reste et demeure l'ultime raison du non-renouvellement de contrat de Rigobert Samba Anak au terme de son bail. C'est normal qu'on ne renouvelle pas son contrat parce qu'il n'a pas fait de bons résultats. C'est normal que les exécutifs qui sont en place comprennent que le travail était mal fait et qu'il faut changer. Ce non-renouvellement était presque prévisible au regard de la contre-performance de Rigobert Samba à la récente Coupe d'Afrique des Nations. Donc on a été éliminé au 8e de finale. Or, nous avons placé beaucoup d'espoir en lui. Après l'échec en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique des Nations de football, d'autres estiment qu'il n'y avait pas d'autre choix que de ne pas le reconduire. Vu les résultats que nous avons eus et à la Coupe du Monde et à la dernière Coupe d'Afrique, il était logique de ne pas reconduire le sélectionneur manager Rigobert Samba. Pour la CAN, on a été éliminé au 2e tour. C'est ça qui a fait de telle sorte qu'on n'a pas reconduit. Je suis d'avis qu'on change de coach parce que les résultats que nous avons vus à la Coupe n'étaient pas très satisfaisants. Bon, je pense qu'avec un nouvel entraîneur, peut-être les choses vont aller mieux. Le sélectionneur manager ne sera plus à la tête des Lions Indomptables, mais le peuple camerounais garde néanmoins une grosse sympathie pour notre manière nationale. Eh bien, dans les prochains jours, on pourrait voir arriver un nouvel entraîneur, un expatrié sur le banc de touche des Lions Indomptables du Cameroun. Vous regardez le football depuis plusieurs années, vous connaissez un peu les footballeurs camerounais, ceux qui ont pris leur retraite, ceux qui se sont formés entre-temps. Pensez-vous qu'on ait encore de la ressource sur le plan local pour porter les Lions Indomptables, pour ne pas être obligé tout le temps d'aller chercher l'herbe fraîche ailleurs? Il y a de la ressource au Cameroun ou pas? Je voudrais dire déjà que je voudrais déconstruire cette idée qui pense que la ressource ne peut venir qu'à d'ailleurs. Moi, je crois aux Camerounais. Il y a de la ressource au Cameroun. Et parlant du capitaine Courage, déjà, je voudrais le saluer. J'ai vu le post qu'il a fait hier. J'ai partagé ce post parce que c'est un grand homme en fait. Le message qu'il a posté montre que c'est un grand homme. C'est un grand homme et quand nous sommes à une position, on peut soit atteindre des résultats ou pas. Pour moi, l'enjeu, ce n'est pas qu'il est atteint ou pas. J'ai été vraiment étonnée. C'est vrai, je ne suis pas une grande spécialiste de football, mais je suis tellement étonnée de voir le lynchage. Vraiment, vous attendez à quoi? Vous voulez un Camerounais en même temps. Il faut accompagner les Camerounais, il faut accompagner les gens qui sont à l'opposition. Je ne veux pas dire qu'il il faut être aussi patient. Tout à fait. Pour moi, il faut être patient. Moi, je trouve que les Camerounais, le football est un peu ingrat, à mon avis. C'est-à-dire que je vois dans mon quartier, c'est à peine si on peut écouter. Tellement les gens crient quand on a marqué un but, quand le Cameroun a marqué. Mais à la moindre erreur, c'est un lynchage. Non. Il faut pouvoir accompagner nos frères quand ils sont à des postes de responsabilité. Après Samba, si quelqu'un d'autre vient et il n'a pas l'accompagnement moral, physique et autres nécessaire, ça peut être la même chose. Tout le monde n'a pas la même capacité de gestion du stress. Donc même seulement, moi, les Camerounais devraient être un peu patients. Parce que s'il y a un certain nombre d'équipes, il faudrait bien qu'on termine avec une équipe gagnante. Oui, sans vouloir dire que le coach n'a pas été le meilleur, mais je voudrais dire que nous devons avoir de la mesure dans le jugement. Merci beaucoup, ça c'est le mot. Il faut avoir de la mesure dans le jugement et être également reconnaissant des efforts, si infimes soient-ils, quand ils sont faits. Mais maintenant, et accompagner, moi je pense que celui qui va le remplacer, à mon avis, si ce serait un Camerounais, c'est une très bonne chose. Mais simplement, ces Camerounais devraient pouvoir bénéficier de l'accompagnement de ces frères Camerounais et d'autres experts, même au niveau global, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Merci beaucoup. Nous allons sortir avec le financement du bassin du Congo, désormais premier poumon
écologique mondial, puisqu'on se souvient que au niveau de l'Amazonie en Amérique, on a assisté à l'abattement de plusieurs arbres qui conduit justement à perdre sa place de leader mondial dans l'écosystème environnemental. Et donc cette semaine à Douala justement, les experts du Fonds mondial pour la nature, WWF, et la COMIFAC, la Commission africaine, la Commission des forêts d'Afrique centrale, se sont retrouvés pour élaborer des stratégies dans le sens de multiplier les flux financiers pour le compte de cette sous-région. On est seulement à 4% de ce que les autres ont perçu entre 2017 et 2021. Reportage. Quoique deuxième plus grand massif forestier mondial, le bassin du Congo n'a reçu que 4% des financements pour la foresterie et la protection de l'environnement. C'est ce que révèle une étude menée par WWF, Fonds mondial pour la nature, et la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, sur la période 2017-2021. C'est donc 40 millions de dollars perçus pour le bassin du Congo contre 1 milliard de dollars mis à la disposition des bassins de l'Amazonie et de Bornéo-Mékong en Asie du Sud-Est. Ce déséquilibre en matière de flux financiers internationaux est au cœur des problématiques soulevées durant cet atelier à Douala. Ces mêmes forêts du bassin du Congo subissent plusieurs menaces, notamment la déforestation, la dégradation des forêts, le braconnage, l'exploitation minière. Et nous avons besoin de financements importants pour faire face à ces défis. Malheureusement, les financements que nous recevons ne sont pas à la hauteur des services écosystémiques que fournissent les forêts du bassin du Congo. C'est pour développer des stratégies en vue de l'augmentation de ce financement que WWF et la COMIFAC prennent part à cet atelier. Quand on parle de l'Afrique, les bailleurs de fonds sont frileux. Frileux parce qu'ils n'ont pas peut-être confiance. Donc, créer ce cadre de confiance est assez important pour sécuriser et permettre l'augmentation du flux forestier dans le bassin du Congo. Nous sommes donc ici à Douala pour travailler avec les coordinations nationales COMIFAC sur la socialisation et l'appropriation de cette initiative par les différents pays membres de la COMIFAC. Il sera question au cours de cette réunion d'échanger sur les thèmes de référence pour les ateliers nationaux que nous allons organiser, de discuter également sur les options de financement qui vont alimenter cette initiative et aussi de fixer une feuille de route claire pour la tournée qui sera organisée dans les différents pays membres de la COMIFAC. Le bassin du Congo totalise 180 millions d'hectares de forêt tropicale. Il séquestre l'équivalent de 10 ans d'émissions mondiales de gaz carbonique. Le bassin du Congo déjà abrite le second poumon forestier tropical de la planète. Et ce poumon forestier tropical de la planète séquestre suffisamment de carbone. Notre bilan carbone net est de 610 millions de tonnes par an. Alors, à comparer à d'autres bassins qui sont le bassin amazonien, qui est le premier poumon forestier, et le bassin de l'ASEAN. Et notre bassin donc, est devenu aujourd'hui le premier poumon vert de la planète grâce à sa capacité de séquestration de carbone. Donc, les récentes déforestations qu'on a enregistrées en Amazonie a déclassé donc l'Amazonie et nous sommes devenus le premier poumon vert de la planète. Notre sous-région se porte plutôt bien. Nous avons un taux de déforestation très faible à comparer avec les deux autres blocs que j'ai cités précédemment, l'Amazonie et le bloc de l'ASEAN. Nous avons un taux de déforestation qui est relativement très faible par rapport à ces autres blocs. Et nous avons un effort de conservation bien notable dont nos États ont pris des dispositions nécessaires pour la protection de cette biodiversité et de la protection des forêts du bassin du Congo qui sont devenues patrimoine de l'humanité grâce aux services écosystémiques que ces forêts
fournissent à l'humanité tout entière. Notre premier défi est de comment concilier conservation de la biodiversité et développement socio-économique. Nous sommes appelés à nous développer. Et lorsqu'on on regarde en termes de développement des infrastructures, comment nous allons développer ces infrastructures sans toucher à la biodiversité, sans couper nos forêts? Est-ce que c'est possible? Et nous savons également que dans notre sous-région, on note une démographie galopante. Et qui parle de démographie parle également des besoins en termes d'aliments, en termes de nourriture, pour subvenir aux besoins de ces populations et en termes aussi d'infrastructures pour répondre à toutes aux demandes des populations. Ce qui veut dire que nous serons obligés de déforester pour nous développer. Voilà déjà le grand défi. Le deuxième défi, c'est le défi de financement. Je vous ai dit par exemple que les forêts du bassin du Congo fournissent des services écosystémiques pour toute l'humanité. Nous contribuons à la régulation du climat mondial. En dehors de ces services, nous fournissons, nos forêts permettent aux pluies de tomber dans des zones sahéliennes, etc. Et en retour, qu'est-ce qu'on reçoit? Nous n'avons pas suffisamment de financement pour la protection de ces forêts. Les très peu de financement qui arrivent souvent sous forme de l'aide publique au développement. Nous ne mobilisons pas assez de financement. Alors, ce qui constitue un obstacle, nous avons les enjeux de développement et nous avons les enjeux de la conservation. Donc, vous voyez donc que très souvent, le choix est clair parce qu'il faut satisfaire les besoins de population. Nous sommes beaucoup plus tentés à aller vers ce choix que d'aller vers le choix de la protection de l'environnement. Mais malgré cela, nos États font des efforts pour maintenir, pour préserver ces forêts. Et c'est sur cette petite interview de 4 minutes que nous allons mettre la clé sous le paillasson, non sans dire merci à notre invitée Sylvie Jacqueline Dormeau. Je rappelle qu'elle est la présidente, de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. 2 ans de mandat, il vous en reste combien? Il reste 1 an. Nous sommes déjà bon vent à cette grande responsabilité mondiale. Je rappelle, vous êtes à la tête de 45 nationalités. Et après le 8 mars, vous vous envolez pour les États-Unis, toujours pour les femmes à travers le monde. Merci d'être venu sur le plateau de la Rétro. Merci encore une fois de plus pour l'invitation. Chers téléspectateurs, le bonheur, il a été le même de vous retrouver dans le cadre de ce magazine hebdomadaire pour vous faire vivre les temps forts de la semaine. La rediffusion, c'est lundi 9h. Quant à moi, dimanche prochain, je serai à nouveau des vôtres avec le même plaisir. Portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Et c'est 24h sur 24. Allez, au revoir.